Bonjour à tous, merci d'être là. Donc désolé un petit peu pour le retard. A priori, il y a des petits problèmes dans la circulation actuellement. Donc bienvenue à EasyBiz Meetup, la deuxième édition. Donc EasyBiz Meetup qui est co-organisé avec Vitamine. Voilà, vous allez découvrir après, hein, je vous en dis pas plus. Et Usign, donc deux boîtes normandes. Donc si on... D'où l'accent de Lucas. Si on est réunis aujourd'hui, c'est pour découvrir comment on peut simplifier notre quotidien avec des outils simples. Vous allez voir des outils magiques. Donc on va découvrir aujourd'hui 6 startups. Voilà, Vitamine, Mention, Neediz, Aircall, Tilki, Usign. 6 startups qui ont des solutions multiples et variées pour tout type de tâches qui vont vous simplifier la vie au quotidien. Donc on va découvrir ça, on va en fait présenter chaque startup qui va présenter sa solution en 5 minutes, avec quelques questions après. Et on continuera avec un petit cocktail, le moment le plus apprécié normalement. Et vous pourrez découvrir toutes les solutions, on a installé des petits espaces démo, donc vous pourrez découvrir toutes les solutions en live, à y discuter avec les différentes startups. Et comme on est super sympa, vous allez recevoir le EasyBiz Pack, donc vous recevrez ce EasyBiz Pack par mail juste après l'événement. Donc voilà, vous allez recevoir demain et ce EasyBiz Pack vous offrira plein de codes promo et d'offres spéciales pour pouvoir utiliser les outils. Voilà, donc on remercie également l'école 42 qui nous accueille aujourd'hui. Voilà, dans ce lieu magnifique et dédié à l'innovation. On va commencer tout de suite avec une présentation de Vitamine. Donc je vais laisser Samuel présenter Vitamine. Alors 3-2 pour les Pays-Bas. Bonjour, je m'appelle Samuel Cazin. Moi aussi, je viens de Normandie et j'ai un peu moins l'accent toulousain que Luc. Je vais vous présenter Vitamine très brièvement et une solution web de Vitamine qui s'appelle Lemon Square. Alors Vitamine, c'est quoi? Vitamine, c'est un bureau d'études marketing et business qui intervient auprès des personnes qui font de l'innovation au sens très très large. Donc on a des clients qui sont des startups, des TTTTPE, des PME et parfois des très grands groupes internationaux. Et nos spécialités, à proprement parler, c'est vraiment le marketing de l'innovation, stratégie opérationnelle, et l'économie collaborative au sens large. Donc on y met l'open innovation, on va y venir juste après, le crowdfunding qui est bien connu de tous ici dans la salle, j'en suis sûr. Et donc l'open innovation, ça me permet de vous parler très rapidement de Lemon Square, qui est la solution qu'on vous présente ce soir. Il nous est arrivé une sympathique aventure avec un client, un gros client international, d'ailleurs plusieurs clients internationaux, qui avaient une problématique marketing, malgré leur taille, qu'ils nous ont soumis et à laquelle on a répondu sous la forme d'un challenge un peu spécial, qu'on va vous présenter juste après. Et ça marche plutôt pas trop mal. Et on s'est dit, on va prendre cette opportunité de ce succès un petit peu opportun pour industrialiser sous forme d'une plateforme web. Et ce produit s'appelle Lemon Square. Alors pourquoi Lemon? Déjà un peu vitamine, il y a un lien quand même. Hein, le citron a pas mal de vitamines à l'intérieur. Square, c'est un peu le lieu où on se rassemble, où on se retrouve. Puis c'est aussi le carré, la puissance. Et c'est une plateforme d'open innovation, mais c'est pas de l'open innovation à outrance ou non maîtrisée, c'est bien au contraire de l'open innovation choisie, maîtrisée. On va venir un petit peu plus dans les détails après. Il y a un adage qui nous a particulièrement plu, qu'on a découvert qu'après, vous le connaissez vous sûrement déjà, nous on ne le connaissait pas, c'est quand la vie t'envoie des citrons, fais de la limonade. Et Lemon Square, c'est un peu ça, c'est la mise en relation des gens qui ont des citrons, qui savent des fois pas quoi en faire, et des gens qui savent faire de la limonade, qui ont besoin des citrons pour faire de la limonade.
Alors bien sûr, on ne va pas faire que de la limonade avec Lemon Square. On va mettre en relation ce qu'on appelle des catalyseurs et des porteurs de projets. Donc Lemon Square, c'est une solution web, c'est une plateforme qui va venir combiner les forces de certains avec les atouts d'autres. Dans un processus que nous avons effectivement testé une première fois avec ce gros client qui a porté ses fruits et qui se décline en 3 phases principales. Une création et une animation d'un challenge un peu particulier. Donc vous allez voir que le format est assez peu commun dans les challenges en règle générale. Un lieu de co-création virtuelle et physique, on insiste sur le physique parce que tout ne se passe pas que sur le web. Et puis un lieu surtout d'apprentissage, d'expérimentation, un lieu où on vient s'approprier des technologies, des savoir-faire. Alors un catalyseur, c'est quoi? Un porteur de projet, c'est quoi? C'est nos appellations. Hein. Un catalyseur, on dit, c'est quelqu'un qui a une brique, et qui des fois sait pas trop quoi en faire ou a déjà un usage pour la brique et puis aimerait bien trouver d'autres usages, aimerait bien trouver des adoptions pour cette innovation qui est la brique, valoriser cette propriété intellectuelle ou la faire briller. Voilà. J'ai une brique, qu'est-ce que je peux en faire? J'en ai déjà fait pas mal de choses, mais je peux aller plus loin. Et un porteur de projet, c'est quelqu'un qui a un besoin identifié, une problématique sur un usage, une grosse volonté surtout d'apporter une solution à cette problématique, et potentiellement le désir de porter lui-même un projet. La plateforme Lemon Square va du coup mettre en jeu la brique de ce catalyseur, va permettre de diffuser la brique et la connaissance qui entoure la brique, donc diffuser auprès de la communauté de porteurs de projets, de développeurs, de créateurs. Il y a une phase qu'on va appeler le brainstorm, où là, cette fois-ci, les porteurs de projets vont dire bah, « moi, cette brique, elle me fait penser à, et peut-être qu'on pourrait faire ci ». Donc là, on est bien dans le début du challenge, vraiment émettre des idées, commencer à émettre des hypothèses sur ce qu'on pourrait faire avec cette brique. Et puis, après une phase de sélection, on exécute et on fabrique les projets. Alors ça vous paraît peut-être un petit peu abstrait là, mais alors cette fabuleuse histoire qui nous est arrivée, c'est NXP, le donneur d'ordre, donc le catalyseur, là c'est NXP. NXP, anciennement Philips Semiconductor, une petite société d'environ 70 000 personnes dans le monde, qui a fabriqué plusieurs technologies, dont le NFC, que vous connaissez peut-être ici, mais peu importe finalement, et qui l'a vendu à pas mal de monde, dont Intel, Microsoft, pour les mettre dans les PC, et puis Microsoft, quand il se retourne et qu'il regarde son magnifique magasin d'applications, se rend compte que finalement il n'y a que 2 applications pour le NFC, et qu'il va falloir en avoir il en faut plus. Voilà. Donc le but du challenge ici, c'était vraiment de créer des applications, mais de trouver surtout des porteurs qui allaient potentiellement faire du business avec ces applications, créer de l'usage, créer de l'économie vraiment sur cette propriété intellectuelle et pas forcément les donner ou se les approprier derrière. C'était pas du crowdsourcing, c'était vraiment du développement bien au-delà de ce qui avait déjà été fait. Si vous en avez le cœur, l'envie, la possibilité, on vous fera voir juste après ce challenge qui a été mis en place en moins de 4 semaines, qui ne tournait pas encore sur Lemon Square à ce moment-là, et qui aujourd'hui a compté plus de 250 participants un peu partout dans le monde. Donc quand je parle de participants ici, je parle de personnes qualifiées, vraiment, capables là, de développer une application sous Windows 8, puisque c'était vraiment la contrainte de ce challenge. La partie brainstorm a permis d'accoucher d'une centaine d'idées qualifiées là aussi, donc qui ont vraiment intéressé les catalyseurs. Et aujourd'hui, un magasin d'applications Windows qui s'étoffe de beaucoup plus d'applications qu'il n'y en avait au tout début. Donc n'hésitez pas à nous rendre visite sur Lemon Square, sur Vitamine, et on sera heureux de partager ce moment-là juste après avec vous pendant le cocktail. Si vous avez des questions à lui poser, c'est le moment, allez-y. Alors celle-là, j'étais sûr qu'on allait me la poser, donc on y a un petit peu réfléchi. Alors, il y a plusieurs business models qui sont associés. Aujourd'hui, on a ce challenge qui tourne, qui n'est pas encore sur Lemon Square, donc qui est un petit peu du one-shot, qui a été vraiment du fait sur mesure. Le but de la plateforme, c'est d'industrialiser, de rendre ce one-shot moins cher. On a différentes offres. Pour être totalement honnête, on est en cours
de confrontation de ces offres-là avec nos premiers clients. Les premiers challenges sur Lemon Square vont voir le jour début septembre sur la plateforme directement. Et les offres vont vraiment se décliner sur du clé en main où on vient animer son challenge, on vient porter sa brique comme ça, sans aide, et une partie vraiment plus accompagnée d'un point de vue marketing et d'un point de vue stratégique, puisque c'est notre cœur de métier chez Vitamine, où là, ça sera du sur-mesure, donc les tarifs sont un petit peu plus difficiles. Mais on est en train de confronter cette problématique, ce positionnement tarifaire en ce moment. D'autres questions? Oui. Alors, où est-ce qu'on trouve nos porteurs de projets? Alors là, pour la première des aventures, les porteurs de projets, on est allé les chercher dans les universités, un peu partout dans le monde, puisque là, on cherchait vraiment un profil particulier avec une capacité de développer dans l'environnement Microsoft, la capacité d'être intéressé par cette technologie qui est le NFC, et puis les écosystèmes de start-up, de TPE, qui vendent justement de l'applicatif ou de l'usage. On y est allé un petit peu au bluff au départ pour trouver ces porteurs de projets, et puis on en a trouvé une belle base, puisque quand on a fini par n'en extraire que les qualifiés, pour un premier essai, on en avait déjà 250. Après, le but du jeu, ça va être de faire grossir aussi cette base-là, au gré des aventures et des briques qu'on est en train de sélectionner. Donc on a toute une phase de sélection d'abord et de prospection sur les porteurs de projets. Bien sûr, au départ, la base de porteurs de projets n'est pas gigantesque. Le but du jeu, c'est qu'elle grossisse rapidement. Donc n'oubliez pas, quand la vie vous envoie des citrons, maintenant vous savez quoi faire. Voilà, belle conclusion. Bon, on va passer à Mention, la startup suivante. Alors. Bonsoir à tous, je suis très content d'être ici pour vous présenter Mention. Peut-être, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent Mention? Ok, 3-4 personnes. C'est super simple. Mention, c'est un outil qui vous permet de savoir ce que les gens vont dire de votre entreprise et disent de votre entreprise sur Internet. Quand je dis Internet, c'est les forums, les blogs, les réseaux sociaux, les journalistes, Twitter, Facebook. Vraiment l'essentiel, l'intégralité du web. Vous allez pouvoir, grâce à Mention, savoir, grâce à un mot-clé que vous allez définir, en l'occurrence c'est le nom de votre entreprise, c'est le nom de vos produits, savoir à chaque fois que ce mot-clé est mentionné sur Internet. Et ça vous permet deux choses. Ça vous permet d'abord de savoir tout simplement d'avoir une opinion de ce que les gens pensent de votre entreprise, de vos produits. C'est vachement intéressant, notamment quand vous lancez des nouveaux produits, plutôt que de faire du feedback en personne où les gens ont tendance à vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Là, c'est des vrais feedbacks qui sont exprimés sur Internet. Et puis, ça vous permet surtout de réagir directement à ces mentions, c'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui n'est pas content de votre produit, qui n'est pas content de l'expérience qu'il a vécue dans votre magasin, n'importe où, ça vous permet de répondre à cette personne directement sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Pour changer son opinion. Ça vous permet de répondre à ceux qui ont aussi une opinion positive pour faire d'utilisateurs des ambassadeurs. Et comme ça, manager toute votre présence en ligne. Donc voilà le site. Je vais vous montrer peut-être une petite vidéo pour que vous ayez un meilleur aperçu de comment ça fonctionne. Je pense que vous aurez bien compris après ça. En fait, là c'est votre flow, vous créez votre alerte. Comme je disais, ça vous permet de répondre directement en connectant vos comptes sociaux. D'assigner des tâches si vous voulez que ce soit quelqu'un d'autre dans l'équipe qui y réponde. Et puis ensuite, bien sûr, d'analyser grâce aux statistiques et ce sur toutes les plateformes qui sont disponibles et imaginables. Ce qu'on peut faire peut-être rapidement, c'est essayer de créer une petite alerte. Hop, je vais me connecter. C'est pas facile sur l'autre écran. Bon, je pense que l'école 42 bloque Mention. C'est assez moche. Mais vous verrez que c'est assez simple. En fait, vous pouvez créer une alerte sur un mot-clé. Alors, je vais remettre la homepage. C'est vraiment assez simple. Ça vous donnera l'occasion, plutôt que je vous montre là,
Je vous conseille ce soir, quand vous rentrez chez vous, mention.com, vous créez votre alerte sur votre mot-clé, vous allez voir apparaître en temps réel toutes les apparitions de ces mots-clés sur le web et les réseaux sociaux. Voilà, si vous avez peut-être des questions. Oui. J'ai une question. Quel est le lien avec Cloud? Avec Cloud. En fait, Cloud. oui. Oui. Nous, on n'a pas de lien, vous voulez dire, en termes de... Parce que sur les réseaux sociaux, on peut avoir sa note en Oui. termes d'activité ou de présence. Oui. Et justement, quels sont les... Nous, on utilise Cloud pour vous dire quelles sont les Ok. personnes les plus importantes qui parlent de vous. Donc vous verrez en fait sur l'application, vous avez un onglet qui est priorité. Et en fait, dedans, on vous montre uniquement les personnes qui ont un très fort score sur Cloud pour vous dire si vous avez juste 5 minutes dans la journée à consacrer à vos mentions, vous pouvez voir les mentions les plus importantes. Et une deuxième question, quelles sont vos cibles? Plutôt le B2C ou le B2B? Le B2B, donc c'est les PME, on a 230 000 utilisateurs professionnels aujourd'hui. Et ça va de la toute petite entreprise, de la personne en freelance, jusqu'aux entreprises un peu plus grosses. Mais notre cœur de cible, c'est vraiment les PME. Oui. Donc c'est un modèle freemium. Donc justement, pour la majorité des PME, c'est gratuit. Vous pouvez créer une alerte et avoir jusqu'à 500 mentions. Donc 500 personnes qui parlent de vous chaque mois, ça restera gratuit. Donc pour la plupart des entreprises, c'est le cas. Et ensuite, quand vous devenez un petit peu plus gros, que vous avez une plus grosse présence en ligne, vous passez sur un modèle payant qui commence à 9 € par mois jusqu'à plusieurs centaines d'euros par mois si vous êtes vraiment une grande entreprise comme Century 21 par exemple qui nous utilise. Donc vous avez en fait le choix d'avoir toutes les mentions. Ensuite, vous pouvez sélectionner uniquement les mentions les plus prioritaires. Et ensuite, sur ces mentions, vous avez différents filtres. Donc vous avez le filtre de sentiment qui vous permet de savoir si les mentions sont positives, neutres ou négatives. Vous avez des filtres, on vient de lancer aujourd'hui le filtre par géolocation, donc de quel pays viennent ces mentions. Et puis ensuite, à partir de là, vous pouvez avoir des statistiques, c'est-à-dire que vous pouvez comparer par exemple vos mentions avec les mentions de vos concurrents. Vous pouvez mesurer par exemple le trend un peu général de vos mentions, voir si vos campagnes ont été efficaces. Donc oui, une fois que vous avez cette data, nous on vous fournit des outils en plus pour l'analyser et rendre cette data actionnable. Ouais. Ouais, en fait, on fait de la sémantique pour un outil qu'on appelle chez nous l'anti-bruit. En fait, qui permet de différencier les mentions qui font référence à votre entreprise par rapport aux mentions qui ne le font pas. C'est un outil qu'on a créé sur notre nom d'entreprise à nous, parce qu'on s'appelle Mention. Comme vous pouvez vous en douter, il y a des milliers de mentions tous les jours sur Internet. Et en fait, en analysant le corpus sémantique autour de notre entreprise, ça nous permet très facilement de filtrer les mentions. J'aurais plus si ça... Ah, tiens, ça marche. Génial. Voilà, par exemple, là, c'est notre flux de mentions. Et vous pouvez voir qu'elles font toute référence avec une photo de moi en plus. C'est pas mal. Qui, en fait, ces mentions, alors parfois, on a un petit peu de bruit, des mentions qui ne font pas référence à notre entreprise. Et en les supprimant, les marquant en fait comme non pertinents, ça nous permet avec les sémantiques de clarifier notre flux et d'avoir uniquement l'information qui est importante pour notre entreprise, qui fait référence à notre entreprise. Oui. On fait du machine learning en fait sur la sémantique, ce qui permet de créer le corpus qui est lié à votre entreprise et qui permet d'avoir un flux pertinent. Il y a quand même une entreprise et qui est aussi un mot qui est. Est-ce que tu travailles chez Total? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais vous êtes capable d'identifier en fait les tweets, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux dans le cadre, dans l'univers par exemple du pétrole ou. Oui, tout à fait. On fonctionne comme ça en fait. D'accord. On fait ça par exemple en l'occurrence pour boulanger. C'est aussi quelque chose de très difficile. En fait, c'est tout simplement notre moteur de sémantique qui apprend avec les mots qui sont liés à ce mot-là, boulanger, parce qu'en fait, au final, on se rend compte que c'est toujours électroménager, magasin, ce genre de truc. Et ce qui fait qu'il permet d'avoir... Alors, tu auras toujours un tout petit nombre de mentions qui ne sont pas pertinentes, mais très rapidement, on arrive à quelque chose de vraiment pertinent pour l'entreprise. Je pense qu'on a bien choisi notre nom pour ça. Mention, c'était vraiment pas le plus facile des cas. Est-ce qu'il reste une ou deux questions? Et on a une appli iPhone, bientôt on reçoit une nouvelle version d'Android. Donc si vous voulez même la télécharger maintenant, et vous pouvez aussi sur l'application directement créer votre alerte et savoir ce que les gens disent de votre entreprise.
Non, pas uniquement, parce que en fait, pour d'autres fonctions de l'entreprise, ça leur permet vraiment de rester au courant. Et tout simplement, les gens vont parler des sujets qui font un peu tous partie d'une entreprise sur Internet. C'est-à-dire que nous, chez nous, on a des gens qui tweetent sur des problèmes techniques. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que c'est les développeurs qui répondent directement. Je pense, par exemple, Olivier là-bas est CEO d'Aircall. Il utilise Mention en tant que CEO. Probablement qu'il ne répondra pas à toutes les communications, à toutes les mentions, mais ça lui permet d'avoir une overview un peu générale de comment les gens réagissent quand ils lancent un nouveau produit, quand ils lancent la monétisation. Je pense que c'est pour bientôt. Donc vraiment, toutes les fonctions dans l'entreprise peuvent l'utiliser parce que c'est vraiment facile à maîtriser. C'est pas comme des outils de media monitoring beaucoup plus complexes où il faut de la formation, etc. En 30 secondes, votre community manager vous a partagé l'alerte et vous avez ensuite accès à ce flux qui est très facile à suivre et à rendre actionnable. Ouais, en fait, les alertes sont partagées. Donc, par exemple, sur celle-là, je ne sais pas si on le voit, mais on est 27 en utilisateur en bas à gauche. Donc, à chaque fois que quelqu'un fait une action, notamment sur le moteur d'anti-bruit, eh ben, c'est mutualisé entre tous les utilisateurs. Ouais. Donc on monitore en 56 langues. Donc vos mots-clés peuvent être dans 56 langues. Et ensuite l'interface elle est en 4 langues, en français, anglais, espagnol, anglais. Ouais. Vous choisissez en fait les langues que vous voulez monitorer. Vous pouvez les laisser toutes. Et puis on vous retournera sans la traduction par contre. Donc si c'est un mot-clé qui est traduit différemment, il faut mettre les deux versions. Et on vous retrouvera ça. Merci beaucoup. Merci. Donc on va maintenant passer à Nidiz. C'est beau. En fait, on avait deux alternatives. La première, c'était on fait une boîte à chaussures. Et après, on avait celle-là aussi. Finalement, la boîte à chaussures, ça rendait mieux, je pense. Ouais, en fait, on a un peu créé une boîte à chaussures. C'était un peu notre idée au départ, de se dire que aujourd'hui, dans les entreprises, mais dans la vie, on nous a appris à tout trier, à tout classer. C'est-à-dire qu'il y a un type qui s'appelle Bill Gates, il est super, il fait des trucs géniaux, il fait vraiment des trucs bien pour le monde, mais à un moment donné, il a demandé à sa secrétaire comment il fallait que les choses soient triées, les documents, les choses soient faites dans sa version de Windows. Donc il a fait des dossiers, il a fait tout bien trier. Et en fait, pour nous, ça ne correspond pas vraiment à la façon dont l'esprit humain fonctionne. Nous, on pense plutôt qu'on utilise des boîtes à chaussures, c'est-à-dire qu'on a tous ça chez nous, on a des boîtes, des bols dans l'entrée où on met tout le bordel, et on aimerait bien pouvoir chercher rapidement tout le bordel, dans quelle boîte on a mis un élément, et ça serait vraiment génial. Et c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire avec Activity, c'est-à-dire se dire, finalement, on n'est pas fait pour tout classer, tout ranger, on est fait pour laisser les outils faire le travail à notre place, et pouvoir rechercher l'information au moment où on en a besoin, avec des étiquettes sur les boîtes à chaussures. Et comme on croit aussi que finalement les outils doivent nous aider à faire le travail, on a fait une vidéo pour éviter de parler aussi. On a du son, nous. On a du son. On a du son, on a de la vidéo, c'est bien. On peut mettre pause. C'est vrai, je mets pause. C'est vrai, on est sur Internet, on arrive à trouver l'information, entreprise, on n'y arrive pas, et c'est pas normal. Voilà, c'est pas bien, on n'est pas content. Voilà, ces espaces de travail, c'est ce sont nos boîtes à chaussures. Et ça ressemble à ça. Donc on crée des timelines sur lesquelles vous allez retrouver toute l'information, qu'elle soit interne ou externe, donc en fonction de ce que vous avez paramétré. Vous allez retrouver les emails, vous allez retrouver les documents, vous allez retrouver des flux, des alertes, tout ce que vous voulez y mettre dans un contexte, toujours dans son contexte.
et vous allez pouvoir utiliser le moteur de recherche pour retrouver l'information. L'idée, c'est qu'à partir du moment où c'est une plateforme collaborative, au maximum automatisée, on n'a pas besoin d'être, on va pouvoir même partager des emails, des documents, on n'a pas besoin d'être mis en copie. Par exemple, on oublie d'être mis en copie sur un mail, ou alors on reprend un dossier. On va pouvoir quand même avoir l'information. Et de la même façon, si on n'a pas été dans l'entreprise ou qu'on installe l'application demain, on va pouvoir récupérer tout l'historique, les 3 ans d'historique qu'on a eu avec le client. On pense que c'est aux outils de s'adapter à la façon dont les gens travaillent et pas l'inverse. Donc nous, on essaye de faire des choses qui reposent là-dessus, sur les outils qui existent, et pas obliger les gens à faire l'inverse. Aujourd'hui, l'application, elle tourne sur Google Apps parce que honnêtement, c'est la seule plateforme cloud vraiment qui existe. On discute beaucoup avec les gens de Microsoft et intensément, mais on n'y est pas encore. Donc on est 100% Google Apps aujourd'hui, et l'application est aussi disponible sur Salesforce. Donc vous avez la possibilité d'avoir toute cette information dans votre environnement Salesforce par client. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Des questions? Combien ça coûte? Ah, je voulais le dire. Ça coûte un ticket resto par mois, par utilisateur. À Paris, 12 balles. C'est des tickets resto de la sécurité sociale. À la CEPAM, ils ont des tickets resto à 12 €. Voilà. Alors, c'est vraiment un outil de gestion de tâches, Trello. C'est vraiment, c'est un outil de saisie. Nous, on a plutôt envie de s'interfacer avec des outils comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'être un outil de saisie. On a envie d'être un outil de centralisation et de permettre aux gens de faire qu'une recherche. Il y a des gens dans l'entreprise qui vont utiliser des outils de gestion de tâches, des Asana, des Basecamp, donc de la gestion de projet, des Salesforce, mais tout le monde n'utilise pas toujours les mêmes outils. Nous, on ambitionne vraiment de partir de la base, c'est-à-dire tout le monde utilise les emails, tout le monde utilise les documents, la base documentaire, et parfois d'autres gens utilisent d'autres outils. Et là, on va faire des connecteurs depuis ces outils pour les remettre dans la base de l'entreprise. Donc dans Activity, notre ambition, c'est aussi d'avoir des connecteurs pour récupérer l'information d'un Trello, si l'entreprise utilise Trello, d'un Basecamp. On est vraiment en train de travailler dessus, parce que nos premiers clients sont vraiment plutôt utilisateurs de Basecamp. Récupérer l'information d'un Salesforce, par exemple, c'est aussi intéressant pour nous, et de pouvoir la mettre sur cette timeline et dire, bah voilà, là vous avez l'intégralité. C'est pas là-dessus que vous allez travailler, parce que les commerciaux sont sur Salesforce, mais en tout cas, vous allez pouvoir, quand vous allez avoir besoin de l'info, vous allez la retrouver à un seul endroit. Vous n'allez pas faire 4 recherches ou X recherches, une recherche par outil. Ça n'a pas beaucoup de sens pour nous. Voilà, il n'y a plus besoin d'un serveur appliance. Les GSA, enfin les boîtes bleues ou jaunes, ou je ne sais plus de quelle couleur elles sont maintenant, elles permettent de faire ça. Effectivement, vous pluguez dans l'entreprise, quand vous n'êtes pas Google Apps, vous pouvez plugger un outil qui vient faire l'indexation de toute votre base documentaire. C'est très intéressant quand vous n'êtes pas Google Apps. Quand vous avez Google Apps, en fait, vous avez déjà la puissance du moteur de recherche Google. Mais vous êtes obligé de vous baser sur le Drive. Et Drive, on voit à quel point c'est le bordel aujourd'hui. On voit à quel point Gmail, c'est bien, mais c'est devenu très lourd. Il faut remettre un peu de clean, il faut remettre de l'automatisation, il faut permettre aux gens de se libérer un petit peu aussi des boîtes mail qui sont pas forcément, qui sont devenues un peu lourdes à notre sens. Oui, c'est le Google Server Appliance, c'est une boîte bleue que vous branchez dans l'entreprise. C'est ça. Sans avoir à déjà mettre quelque chose en interne, et surtout là on peut se brancher sur n'importe quoi, et on va diffuser. Il y a l'interface en plus. Si vous avez qu'une seule interface, là c'est vraiment un moteur d'indexation, c'est-à-dire que vous branchez un serveur qui fait l'indexation de toute votre base documentaire. On n'est pas sur c'est assez différent en fait d'un outil qui vient potentiellement se connecter à tous vos outils pour réunir l'information en centrale. Bien sûr. Voilà, c'est dynamique. Nous, on est complètement intégré. Donc, si quelqu'un modifie un document ou un document il modifie, il remonte dans la timeline en tout premier, et on a la dernière modification qui va être indiquée. De la même façon, si quelqu'un répond à un mail, la conversation, on va avoir la dernière conversation qui va être mise, et le mail va remonter en haut de la timeline. Donc, vous avez toujours les derniers échanges, les dernières modifications qui remontent dans la timeline, et sur lesquelles vous pouvez chercher évidemment. Évidemment. Et le contenu des images aussi. C'est-à-dire que si vous prenez une photo et que vous la mettez dans l'espace de travail, elle est indexée. S'il y a du texte, par exemple, elle est ossérisée automatiquement, et vous allez pouvoir rechercher sur le texte de la photo.
Et le contenu du document, quelle que soit la langue, on s'appuie au maximum, on essaie de s'appuyer quand les technos sont bonnes sur celles qui existent. Donc vous allez pouvoir chercher dans n'importe quelle langue, avec n'importe quel type de caractère, sur n'importe quel... ouais, voilà. Je sais pas quoi d'autre. Sur quoi d'autre on peut chercher? Au niveau des données, est-ce que tu es propriétaire des données? Est-ce que tu y as accès? C'est stocké sur le serveur de la société, sur le cloud? C'est stocké chez le client toujours. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient écouter et on vient toujours restocker chez le client. On n'a absolument pas vocation à être un hébergeur de données parce que c'est pas nos données. Donc en fait, on a plein de petites astuces pour chacun de ces types de données pour les restocker dans l'environnement du client, dans le domaine du client. Donc à chaque fois, ça reste la propriété du client, ça reste chez lui. Et par exemple, on a si une boîte Gmail, quelqu'un part, vire tous ses mails de sa boîte Gmail, ça reste dans la société puisqu'on va le stocker dans une partie du drive qui va être partagée, donc qui va être hébergée toujours. Donc des personnes peuvent partir de la société, des gens mal intentionnés ou pas, et perdre de la donnée. Vous avez un backup qui est là, qui est toujours et qui est statique. C'est une vue qui est consistante. C'est la vraie vue des échanges que vous avez eus et qui reste. Alors, aujourd'hui, on a fait des permissions assez simples. On a envie d'avoir un peu plus de granularité. Là, on a un niveau de permission qui a 2 niveaux. Soit vous êtes collaborateur, donc là, vous acceptez de partager vos documents, vos emails, de collaborer réellement, et un niveau lecteur. Et là, effectivement, c'est plus le cas d'une direction commerciale, direction générale, qui va avoir envie d'avoir une vue potentiellement sur des échanges, mais qui va sur des dossiers importants, mais qui va pas avoir envie de partager ces contenus, qui, quand elle envoie un mail, a envie d'envoyer un mail directement avec une personne de l'autre société, et qui n'a pas envie d'être traqué. Donc on a juste ces 2 niveaux aujourd'hui. On va avoir des niveaux un peu plus fins, la possibilité de partager seulement des documents, seulement certains mails, d'avoir des choses un peu plus fines. Aujourd'hui, on est vraiment sur ces 2 niveaux binaires. Soit on partage, soit on peut seulement lire. Ouais. Par rapport au stockage, du coup, c'est stocké sur le drive? C'est stocké sur le drive. C'est stocké sur le drive. En fait, la beauté, c'est que on stocke sur le drive dans les formats Google qui ne viennent pas décompter de l'espace de stockage de drive. Donc en fait, c'est gratuit, le stockage de tout ça. Ah oui. Non, mais on n'a pas besoin de racheter de l'espace. En fait, la question, c'est souvent, mais vous venez engorger les drives? Non, non, en fait, non, parce que c'est juste inclus dedans. Plus de questions? Bon, ben, merci. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. On va maintenant appeler Aircall. Désolé. Alors. Super. Allô? Génial. Ok, donc je suis Olivier, ouais, c'est ça, et je vais vous parler d'Aircall. Donc, très simplement, Aircall est une solution de téléphone pour les entreprises. Et ce qu'on veut faire, c'est remplacer ce que les entreprises utilisent aujourd'hui pour leur téléphonie d'entreprise, pour leurs employés. Donc en gros, si je commence par les problèmes, il y a un bip ou pas? Non, je passe comme ça? Ouais. Hop là. En fait, si je commence par un peu le problème qu'on veut résoudre, c'est, mettons j'ai une boîte, une start-up ou une PME ou quoi que ce soit, et je veux des numéros de téléphone, je veux des lignes pour les gens, et ce process-là est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut prendre un contrat, il faut signer, il y a un engagement, il faut se déplacer, après on m'apporte du hardware, que ce soit un fixe ou un mobile, ou voire un PABX, c'est-à-dire un sort de serveur de téléphone qu'il va falloir installer, un technicien, etc. etc. Et c'est long, c'est contraignant, etc. Donc c'est ça qu'on veut résoudre. Pour commencer, la complication. Deuxièmement, c'est compliqué à scaler. C'est-à-dire, je veux rajouter des gens, il faut que je lui apprenne sa ligne, apprenne un numéro, que je machin. Je veux m'en séparer, zut, il faut que je récupère le truc, etc. Je récupère son BlackBerry, son iPhone, ce qu'on veut. L'usage au jour le jour n'est pas très facile. Et notamment quand on a des équipes qui sont mobiles ou flexibles, des gens qui travaillent en remote, qui se déplacent, qui sont dans différents pays, etc. Il y a toujours, moi ça m'est arrivé plein de fois avant, je suis parti dans un pays, j'y reviens, j'ai 10 messages sur mon téléphone fixe, je les écoute, je les ai pas eus. Les gens ont cherché à me joindre sur mon fixe, mon mobile, voir mon perso, voir mon machin, bref. Donc c'est finalement pas très simple. Et c'est pas du tout connecté à tous les autres outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un m'appelle, ou que moi je l'appelle, on se dit des choses, puis on raccroche, puis voilà quoi. Qui a l'info? Personne quoi. Donc au mieux, je vais aller taper dans le CRM, j'ai appelé le mec, etc., etc. Donc ça, c'est quand même les problèmes avec le téléphone, c'est qu'il y a beaucoup d'outils IT, cloud, tout ce qu'on veut, mais un call, un téléphone, c'est des appareils séparés et l'info est séparée. Donc ce qu'on propose, c'est une solution à tout ça. Pour résumer, on va dire phone as a service, c'est-à-dire qu'on passe tout le téléphone online. C'est-à-dire qu'en fait, on prend une entreprise, on lui dit OK, les gens, ils ont déjà un ordi, un PC, un Mac, ce qu'ils veulent, et ils ont un smartphone.
Ben, on a besoin de rien de plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur mettre une couche de logiciel, un software, qui va tourner sur leur ordi, tourner sur leur mobile. Éventuellement, on peut aussi brancher un fixe si la personne aime bien avoir son fixe, mais bon, c'est pas forcément la vision. Et donc, comme c'est un software, c'est extrêmement simple. Déjà, c'est très très simple à déployer. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie un mail, on dit ben, tiens, toi, je t'embauche, hop, je t'envoie un mail, tu te connectes, tu te dis hop, ça y est, je download l'app, c'est parti. Bon. Et demain, désolé, il faut que tu t'en ailles ou toi, tu veux partir. Ben, j'enlève, je décoche. Donc, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement scalable. Avec Aircall, on peut acheter un numéro instantanément dans n'importe quel pays du monde. On dit, ben, moi, typiquement, on est Aircall. On a des contacts avec des clients américains. On a 30% de nos clients qui sont américains. Et donc, on va un numéro à New York, un numéro à SF. Et donc ça, je l'ai instantanément. Et ce qui est mieux encore, c'est que quand j'appelle ces clients-là, j'ai envie de les appeler de ce numéro-là. Et donc quand je les appelle, ils pensent que je suis à New York. Que je suis à SF. Bon. Et évidemment, j'ai pas envie d'avoir des appels à 3h du matin. Donc je vais définir des horaires. Moi, je veux bien prendre des appels jusqu'à minuit, mais pas après, etc. Donc c'est comme c'est un logiciel, c'est très très simple. Le troisième point, c'est qu'on le rend collaboratif. C'est-à-dire que historiquement, un téléphone, c'est une discussion entre deux personnes. Mais en fait, il y a des discussions d'équipe. C'est-à-dire, je vais appeler le support d'Aircall. Bon, il se trouve que là, je suis en pitch. Pour le coup, j'ai reçu 4-5 appels pendant que j'étais là. Je ne suis pas inquiet. Parce qu'en fait, ça cascade sur toute l'équipe. Et je sais que quelqu'un va répondre. Ce qui se passe, c'est qu'on va tous voir qui a appelé. On va tous voir la voicemail. On va tous la recevoir par email. On peut tous mettre des notes. Donc moi, je peux mettre une note. Ah, il faut rappeler demain, etc. Donc on rend une ligne collaborative. Un peu comme un mail, en fait, finalement, qui arriverait. Et tout le monde peut le voir. On peut forwarder, etc. Et le dernier point, évidemment, c'est qu'on se connecte à des CRM, à une chatroom, à Google Apps. Donc en fait, vous connectez ça. Et vous voyez, OK, ce client-là, il m'a appelé tel truc. Il m'a dit telle chose, etc. On n'en est pas enregistré l'appel, mais on pourrait le faire éventuellement et même le transcrire. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Donc à quoi ça ressemble? Moi, si je me connecte à Aircall, on pourra le faire après si vous voulez. J'arrive sur l'interface. Bon, là c'est le cas d'Aircall. Là, pour le coup, c'est nous. Donc on a plein de numéros. Donc moi, il y a Didier, New York, Olivier, France. Moi, j'habite en Espagne, donc j'ai un numéro espagnol. Quentin, bon, etc. J'achète un numéro, ça me prend environ 5 secondes. J'achète, je choisis où, quel préfixe, hop, c'est parti. Il est actif tout de suite. J'invite mon team, et après, très simplement, je vais relier les deux. Donc je vais dire, évidemment, Olivier, ça va sonner que chez moi. De telle heure à telle heure, donc uniquement chez moi, et puis est-ce que je veux une petite musique d'attente, un petit message professionnel, bienvenue sur Olivier, c'est très simple. Par contre, le service San Francisco, je vais le renvoyer sur ceux qui parlent anglais, donc lui, pof, on va changer les horaires. Là, pour le coup, on va mettre un message en anglais, une petite musique américaine, etc. Bon, c'est extrêmement simple. Je peux inviter quelqu'un, c'est juste envoyer un mail. Hein, donc, c'est pas une architecture traditionnelle où il y a un administrateur qui décide de tout, qui dit toi, tu as le droit à une ligne, tu as le numéro. J'invite un mail, et chaque personne dit moi, je suis joignable sur ce mobile perso, et je prends les calls comme ça. Mais personne ne verra ce numéro, évidemment. Et chaque utilisateur, ensuite, elle a cette application-là. Donc ça, c'est l'application desktop, donc c'est sur Mac. Et c'est mon softphone, donc là j'ai tous les appels que j'ai reçu aujourd'hui, un appel, bon là pour le coup c'est des tests, hein. J'ai tous mes appels, j'ai mes contacts, donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais importer mes contacts de Google, hop, et je vais dire tiens voilà j'ai 200 contacts, celui-là, je veux le partager avec mon équipe. Les autres c'est perso. Ça veut dire quoi? C'est que si cette personne m'appelle que je suis pas dispo, c'est mon collègue qui va répondre, mais il va savoir qui appelle. Évidemment, comme ça, il voit, c'est monsieur machin, telle entreprise, il va me laisser une note, et moi je vais pouvoir voir, ok, tiens, Charles m'a laissé une note, il faut rappeler demain, le mec a appelé pour le contrat. Bon. Donc j'ai mes contacts, je peux évidemment composer, donc à nouveau je choisis de quel numéro je veux appeler, et j'appelle n'importe où dans le monde. J'ai mes settings, donc je peux savoir dans quelle langue je veux avoir mes répondeurs, etc. etc. Bon. Il y a plein de configurations. Et puis j'ai mon statut, ça c'est très important, c'est-à-dire que je peux définir, là je suis en pitch, donc typiquement je suis sur Aircall, je me mets off, et les appels me sautent en fait. Mais ils me sautent non seulement sur mon ordinateur, mais sur mon portable aussi. Je suis indisponible. Et comme ça renvoie sur différents appareils, ça va passer au suivant. C'est finalement assez simple. Et évidemment, après, on peut gérer ses heures de travail. Donc, on va dire, moi, je prends les appels que le matin, que le soir, etc. etc. Bon. Donc ça, c'est en gros Aircall. Et à nouveau, c'est un software, donc c'est vraiment très très simple. Ça peut se connecter n'importe où, ça peut se mettre à jour, etc. Le prix. Vous avez 15 fois la question sur les autres startups. Donc le prix. Alors, en plus, le prix est absolument canon. Donc c'est assez simple, on va dire 19 € par mois. Avec ça, vous démarrez un numéro, vous avez 3 utilisateurs, et on vous renvoie les appels vers tous les appareils des utilisateurs, où qu'ils soient dans le monde. C'est-à-dire que je prends un exemple, on a un client, qui est un client américain qui est dans l'Utah, il y en a un qui est au Mexique et le troisième qui est au Pakistan. Il y a un client qui appelle, ça va sonner au Pakistan, et le mec prend en Pakistan, il dit là bonjour, vous êtes chez Vispresso, etc. etc. Donc c'est la redirection illimitée. Et puis vous avez toutes les fonctions d'Aircall, donc je ne détaille pas, qui sont sur le site, voicemail par email, enfin tout ce qu'on veut, transfert de call, enfin bon, bref. Et quand on appelle, évidemment on peut rappeler, une fois qu'on a été appelé, on a loupé l'appel, il faut pouvoir rappeler.
Et donc on appelle, et là c'est simple, ça marche comme Skype. Je ne sais pas si vous utilisez Skype pour appeler, des numéros de mobile ou de fixe. C'est pareil, sauf que c'est 30% moins cher. Donc c'est plutôt intéressant. Et ensuite, vous voulez rajouter des numéros ou des utilisateurs, 5 € par numéro, 9 € par utilisateur. Donc typiquement, on a des clients qui ont un numéro dans les 5 grands pays d'Europe, plus les US. Et donc ils vont payer 5 € à chaque fois. Rediriger tout ça vers une seule équipe qui est à Paris. Je prends leur Mention, c'était le cas par exemple, avant qu'ils partent un peu à l'étranger. Mais ils disaient, bah, moi je veux un numéro en Espagne. Ça tombe bien, j'ai une stagiaire espagnole, bim, à Paris, puis voilà, c'est tout. Et à chaque fois, ça inclut tout ce qui est renvoi d'appel. Ok, donc pour terminer, juste un petit mot sur l'équipe. Donc on est une petite équipe de 6 personnes, etc. Donc on a commencé il y a 9 mois et effectivement on a commencé à notre premier client payant cette semaine. 5 personnes. Il n'y a que des hommes et c'est mon grand regret, quoi. Mais il n'y a que des hommes, ouais. Mais on espère grossir l'équipe très vite avec des femmes. Voilà, c'est tout. Donc pour vous connecter, c'est aircall.io, Indian Ocean. Et si vous voulez, je vous montrerai un lien pour accéder directement. Et on a une fonction d'onboarding qui est spectaculaire, honnêtement, ça vaut le coup de l'essayer. On vous onboard à la voix. Donc en fait, Aircall vous parle, comme on a une technologie de reconnaissance vocale. Donc quand vous enregistrez votre message, en fait, vous le tapez et on le vocalise, vous choisissez la voix, la langue. Et là, on peut vous onboarder à la voix avec Lisa. Donc c'est assez sympa si vous voulez tester ça après. Voilà. Des questions peut-être? Alors, il y a deux choix. Alors, pour l'instant, on est en phase de développement. Pour l'instant, si je renvoie vers un téléphone portable, ça arrive sur mon GSM. D'accord? Oui, un appel classique. Non, et ça coûte rien à la personne qui reçoit l'appel. Alors, sauf si elle est en roaming à l'étranger, elle-même. Mais moi, j'ai mis mon 06, ça sonne sur mon 06. Bah, typiquement, moi, j'ai un numéro espagnol, comme ça, quand j'ai des clients espagnols qui m'appellent quand je suis en France, ça renvoie sur mon 06 français, je paye rien, eux payent rien parce que c'est un local. Bon. Si par contre je prends par l'application, sur le PC, là pour le coup c'est un VoIP. Mais c'est en général moins gênant parce que c'est un ordinateur, je suis en Wi-Fi et bon là ça passe bien, quoi. En fait tu reconnais le numéro, quand tu as ton mobile, oui. Tu sais reconnaître que c'est un appel qui provient en fait. Oui, alors en fait, tu sais reconnaître. Alors pour être, à ce stade, on n'a pas encore sorti l'application mobile. D'accord? Donc on a une application desktop, où je peux recevoir et passer les appels, et l'application mobile, en fait, on renvoie vers le GSM, ou vers un fixe. Par contre, voilà, ce que je peux choisir, c'est quand on m'appelle, est-ce que je veux voir le numéro Aircall qui s'affiche, ou est-ce que je veux voir le numéro, le caller ID, quoi. Donc typiquement, moi, je veux voir le numéro Aircall, comme ça, je sais que c'est un appel pro. Et ensuite, quand je prends l'appel, de toute façon, on me dit, voilà, vous avez telle personne, si c'est dans mes contacts, telle personne vous appelle. Est-ce que vous voulez prendre l'appel? Est-ce que vous voulez le transférer à quelqu'un? Est-ce que vous voulez le basculer sur voicemail, etc. Donc je sais de toute façon, je peux réécouter aussi qui m'appelle, quoi, ou le numéro. Est-ce que vous avez des fonctions de PBX, Non, on l'a pas. Honnêtement, c'est quelque chose qu'on avait prévu de faire et qu'on n'a pas fait parce que, déjà pour des questions de priorité, on n'a pas eu trop de demandes et parce qu'on trouve que c'est un peu old school, quoi. Enfin, c'est pas très pratique, c'est pas très intuitif pour quelqu'un qui appelle, taper 1, taper 3, taper 103 pour joindre machin, 104 pour joindre machin. On aimerait bien trouver, en fait, ce qu'on essaie de travailler, c'est plutôt d'essayer de trouver un algorithme qui permet de router un peu mieux, quoi. Donc voilà. Juste un petit mot, il y a aussi une fonction de fou que je vous conseille d'essayer. Vous allez sur le site aircall.io, vous pouvez nous appeler où que vous soyez dans le monde gratuitement. C'est-à-dire que vous allez sur le site de n'importe quel navigateur et vous avez un bouton appelez-nous. Vous cliquez dessus, ça lance le call. Et ça arrive sur notre cascade, ça cascade sur les 6 personnes du team et ça ne vous coûte rien. Et vous n'avez rien à faire, rien à installer. C'est assez bluffant, quoi. Alors c'est plus rapide sur Chrome que sur les autres, mais ça marche bien, c'est WebRTC, comme font nos amis d'APTS. Oui. Donc à terme, il sera possible, quand on fait un appel via l'application sur le téléphone, de renvoyer l'appel directement vers quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il faut forcément que la cascade, qu'on arrive à un certain nombre de sonneries? Non, alors, ouais, alors, ce qu'on va rajouter, je pense, courant, je dirais fin juin ou juillet, c'est une fonction où je reçois un appel, la personne dit, je voudrais parler à Charles. Et là, je fais juste un forward. Forward, j'ai ma liste de mon équipe, et là, je clique sur Charles, et ça renvoie le call sur Charles. Je sais pas si c'est ça, là. Voilà. Ça, a priori, alors, avant la prise d'appel, on ne peut pas le renvoyer à une personne particulière,
Par contre, quand moi je reçois un appel et que je suis genre pas dispo, je peux faire skip. C'est-à-dire qu'en fait, je décroche, j'écoute, Aircall me dit voilà, il y a machin qui vous appelle, je dis non mais là je vais pas pouvoir le prendre. Donc je fais skip et ça passe au suivant dans la cascade. Et la personne qui appelle évidemment ne se rend compte de rien, quoi. Ça fait de la petite musique, etc. Honnêtement non. Non, parce que ça marche jamais, ça. Ça marche jamais. Enfin, ça marche jamais. Donc, là, il faudrait donc faire de la reconnaissance speech to text, quoi. Donc dire en renvoyer vers Charles Niolin, mais ça, une fois sur deux, ça marche pas. C'est vraiment, ça marche pas très bien parce que le truc va mal comprendre. Il y a deux Charles. Êtes-vous sûr que vous les renvoyez vers Jean Ledu? Non. Et donc là, on se retrouve à galérer. Donc l'idée, par contre, c'est quand on recevra l'appel, je pourrais prendre sur l'application mobile, je pourrais prendre mon téléphone. Et là, j'aurai un petit bouton forward qui est beaucoup plus facile visuellement. Petit bouton forward, hop, je choisis Charles, et hop, ça renvoie le code sur Charles. Et je dis, je vous passe Charles. C'est ça que je pense, c'est comme ça qu'on fera. Quoi. Mais à nouveau, ça sera plutôt à la rentrée, ça. Voilà. Ben, merci. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont déjà fait de la vente, des commerciaux? Ah, quelques-uns, cool. Bah, moi, avant, j'aimais pas vendre. J'ai planté même ma première boîte à cause de ça, parce que j'allais pas assez voir les clients. Je trouve ça super dur d'aller vendre. Et encore plus frustrant quand on doit faire des offres commerciales. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Votre prospect est plutôt intéressé, il vous dit envoie-moi un bon de commande, explique-moi un peu comment tu fais, je vais montrer ça à mon collègue ou à mon chef. Là, vous rentrez au bureau, vous bossez sur votre propale comme un dingue. Vous l'envoyez par mail. Bon, pas de bol, elle faisait 12 mégas, donc elle n'est pas passée, donc vous la renvoyez sur un FTP ou par WeTransfer. Il la reçoit. Limite, vous avez envoyé par WeTransfer, donc vous avez une petite notif comme quoi il l'a bien téléchargé, et vous mettez une relance automatique au bout de 7 jours. Il n'est pas joignable. Bon, vous rappelez 3 jours après, vous n'arrêtez toujours pas tombé dessus. Vous rappelez 3 jours après, il est en déplacement à Moscou, vous rappelez, et au bout d'un moment, vous avez ras-le-bol, vous ne rappelez plus. Il faut savoir qu'on perd 12 minutes par jour à appeler des gens qui servent à rien. C'est pas le bon moment où ils sont pas chauds. Pire, sur ce que j'ai dit avant, ça c'est une stat du portail des PME qui dit que 60% des projets, des offres commerciales ne sont jamais relancés. Ça paraît complètement aberrant, on passe un temps dingue à les écrire, on se fait chier à aller en rendez-vous, on va en rendez-vous gentiment avec le grand sourire, on écrit sa putain de propale et on rappelle même pas pour savoir si on a gagné. Non, les clients ne vous rappelleront pas. Il y a une stat là qui est sortie de Stanford qui dit que 60% des ventes, non plus de 60%, 80% des ventes se font après la 5e relance. La première relance, c'est 4%, enfin c'est moins de 10% sur les 5 premières, chacune. Je vous retrouvais ça sur le blog de Tilki. Donc moi, ça me rendait dingue. Et pour ma deuxième boîte, vu que fallait que je fasse du commerce, j'avais pas le choix, bah, je me suis créé une petite appli. Tilki. En gros, c'est une sorte de Dropbox, vous allez mettre vos documents dessus, tout ce que vous voulez, du doc, du PPT, du PDF, de l'Excel, de l'image, de la vidéo, de Prési, enfin à peu près tout ce que vous voulez. Sur une plateforme à votre nom, à vos couleurs, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et nous, on va mettre des traceurs sur chacune des pages et on va analyser le comportement de lecture de vos prospects. Ça ressemble à ça. Alors ça, c'est un de nos clients utilisateurs, SQLI, qui est une SS2I de, je sais pas combien de personnes, enfin il y a 14 utilisateurs à Lyon, en tout cas, dans l'équipe commerciale. Quand on voit ça à son prospect, donc c'est assez couleur à son nom, et l'URL, c'est projet.sqli.fr/les chiffres et des lettres. Donc Tilki n'apparaît nulle part pour le prospect. Il peut mettre autant de doc qu'il veut, alors lui s'amuse à envoyer des PPT de 60 slides. Je vous le déconseille. Généralement, les gens n'aiment pas aller au bout de plus loin que 12 slides. Il vaut mieux pouvoir proposer d'autres choses. Mais voilà, comme il a découpé sa propale. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, on va capter toute la lecture de son prospect et on va lui envoyer un rapport et une analyse dès que le prospect a fermé la page, en lui indiquant ce qu'il a lu, pas lu, combien de temps, quelle page, dans quel ordre, combien de temps par page, est-ce qu'il a transféré, est-ce qu'il a imprimé, à peu près tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, on peut même capturer ses mouvements de souris. On pourrait presque lui envoyer le film de voilà ce qui a été lu et comment et par qui. Mais l'idée, c'est pas tant ça, c'est plus lui dire, là, son comportement de lecture montre qu'il a plutôt envie de signer, rappelle-le. Parce que peut-être qu'il a des questions, peut-être qu'il a besoin d'infos en plus. Ou au contraire, il a regardé juste une page, généralement c'est le prix, il est parti. Ça sent pas bon, laisse-le revenir, s'il revient pas au bout de 7 jours, tu auras une alerte comme quoi il est toujours pas revenu et qu'il faut le rappeler, mais il y a peu de chances que tu signes. Parce qu'il n'a même pas regardé ni ta méthode ni tes références, c'est mauvais pour toi. Voilà en fait ce qu'on propose, nous, c'est un outil qui permet d'organiser son travail demain pour un commercial. Voir son travail tout de suite, parce que si je reçois une alerte comme quand un prospect se connecte, j'ai intérêt à le rappeler. Ça c'était à stade de début de semaine, on avait 1700 utilisateurs. Donc des PME, type Gazprom, Claranet, Visiative, Orange. Gazprom France c'est petit. Hein.
Pas mal de startups en développement commercial, qui ont une équipe commerciale, ils savent combien de temps ça leur prend de relancer bêtement des gens, qui savent pas toujours qualifier. Alors c'est plus sur de l'offre packagée, c'est pas sur du pur conseil. C'est vous vendez une offre, moi mon autre boîte par exemple fait de la vidéo, c'est 10 000 € la vidéo, quel que soit le sujet, il y a un méthodo assez clair. C'est assez simple à envoyer, on change juste le devis, on choisit les références, la méthode on garde la même et on fait une petite synthèse en intro. Gazprom envoie des contrats de distribution de gaz, le prix est le même quel que soit le client. Ils ont 3 offres différentes, ils envoient celle qui correspond au client qu'ils ont rencontré. L'intérêt pour eux, c'est qu'ils savent qu'au premier tour, quand ils rencontrent le client, il n'y a pas toujours de changement de contrat. Par contre, le jour où le prospect se réintéresse au sujet et réouvre la propale, ils seront avertis et ce sera les premiers. Avant GDF, avant Eni et les autres. Et donc ils pourront rappeler pour donner les bonnes infos. Voilà un exemple d'utilisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a envoyé, je crois qu'on était 13 500 propositions, 13 800 propositions par Tilki en 8 mois. Enfin pas nous, hein, nos utilisateurs, et ils nous ont dit à la fin s'ils avaient gagné ou perdu. Ce qui nous a permis aujourd'hui d'identifier une lecture, un comportement de lecture de quelqu'un qui avait envie de signer. Et l'intérêt, il est plus sur ça. 3 offres. Try and buy de 30 jours, donc on peut essayer de s'amuser. Après, c'est 9 € par mois par utilisateur. Tout à vos couleurs. Il n'y a pas de limite d'envoi ni de documents. On va travailler avec Usain bientôt, qui va se présenter juste après, sur une offre business et après une autre offre expert. Sachant que l'intérêt ici, ce qu'il m'avait dit, fait une offre spéciale quand même pour les gens qui sont là. Donc on a fait une offre à 3 € par utilisateur par mois pendant 6 mois, jusqu'au 30 décembre. C'est actif jusqu'au 30 juin. Donc nous, c'est le prix d'un café parisien. Parce que à Lyon, c'est 1,50 €. C'est accessible sur frenchtech.tilki.fr. Nos utilisateurs nous ont fait remonter... Pardon ? Oui. Vous allez recevoir, vous inquiétez pas. Cool. Nous ont fait remonter qu'ils avaient augmenté leur taux de transfo de devis en commande de 18%. Par exemple, moi, dans ma première boîte, on était autour de 28%. On est passé à 33% suite à l'utilisation de Tilki. Parce qu'on rappelait au bon moment. Et le fait de rappeler au bon moment un prospect, quand vous le rappelez dans les 4 heures après qu'il est ouvert, ça l'emmerde beaucoup moins que quand vous le rappelez 3 jours après. Là, il est chaud, il est dessus, et potentiellement, il peut avoir des questions. Voilà ce qu'on apporte, voilà ce que c'est que Tilki. Et je vous assure que maintenant, j'aime vendre. Merci. Oui. Moi, j'ai pas compris sur quoi était hébergé la proposition de vente. En fait, on envoie quoi? On envoie un lien. T'envoies un lien comme un lien Dropbox, pardon. Donc, qui est hébergé chez nous, qui est positionné comme un sous-domaine de ton site. Donc pour Usain, c'est projet.usain.fr / des chiffres et des lettres, et qui est une plateforme à tes couleurs. C'est comme si c'était un sous-domaine de ton site. Mais c'est hébergé chez Amazon avec une surcouche Heroku de sécurité, un lien HTTPS et pas indexé par Google. Donc il n'y a que ton prospect qui pourrait y accéder, ou des gens à qui il va transférer. Mais comme un mail qui peut transférer à quelqu'un d'autre. Sauf que tu sauras qu'une deuxième personne dans un pays un peu bizarre l'a ouvert, avec nous, mais, mais tu ne sauras pas qui. Bah, c'est ce qu'on lui dit. Enfin, en fonction de ce qu'il regarde, en fait, en fonction de son comportement, un comportement un peu chaud, c'est plus quelqu'un qui va revenir sur certains documents, qui va faire des allers-retours, et qui va regarder un peu de tout. Un comportement froid, c'est quelqu'un qui va regarder que ta propale et va pas aller plus loin, par exemple. Enfin, en tout cas, nous, statistiquement, on va t'envoyer en disant là, c'est un comportement qu'on a identifié comme chaud. Donc on a vert, c'est chaud, orange, c'est tiède, rouge, c'est mort. Et quand c'est vert, il faut rappeler dans les 2 heures. Ouais, mais enfin, après, autre chose, on peut du coup archiver, on contrôle un peu ces docs. Moi, j'ai fait ma levée de fonds comme ça, j'ai envoyé des investisseurs mon business plan, ça m'a fait assez sourire d'ailleurs sur leurs réponses. Certains qui trouvaient ça génial alors qu'ils n'avaient pas ouvert. Par contre, mon investisseur, il n'avait pas ouvert pendant 6 semaines, donc j'avais archivé, parce qu'entre-temps, on avait mis des chiffres à jour. Pas de bol, 2 jours après, il essaie de se connecter. Donc moi, ça m'envoie une alerte comme quoi il a essayé de se connecter à mon business plan. C'était à 22h, je lui ai envoyé 22h30, et le lendemain matin, je le rappelais. Ça l'a fait beaucoup marrer. Ah non, ils en savaient rien. J'avais pas dit dans mon mail ce qu'on faisait. Par contre, sur un concours où on m'a répondu que ma candidature était vraiment incroyable, mais qu'il y avait des projets encore mieux que le mien et qu'ils n'avaient pas regardé, ça m'a un peu énervé, mais bon. Oui, on peut télécharger. Généralement, ça se fait pas avant 5 minutes de lecture. Et statistiquement, c'est plutôt mauvais. Parce que généralement, c'est que votre proposition est trop longue et donc trop chiante. Si elle est suffisamment efficace, ils ont moins besoin de la télécharger. Et encore moins quand il y aura Usign, parce qu'ils pourront signer directement dessus. Donc aujourd'hui, ils vont potentiellement la télécharger quand ils sont vraiment intéressés et qu'ils veulent signer le bon de commande. Mais statistiquement, ceux qui téléchargent, surtout vite, c'est pas bon signe. Mais donc oui, on peut télécharger, on peut pas empêcher les gens. Bon, l'intérêt là, c'est que ça pèse pas lourd d'envoyer un mail.
et puis de pièce jointe, et qu'on peut ouvrir sur tablette ou sur smartphone. Parce que ça se lit de plus en plus. Hein. Je crois qu'il y a 38% des propositions commerciales qui sont ouvertes sur smartphone ou tablette. Parce que les gens lisent en déplacement, dans le train ou autre. Et donc nous, c'est accessible. Plutôt qu'un Word qui ne peut pas s'ouvrir ou qui est compliqué et qui va être trop lourd sur le 3G, qui va pourrir le 3G d'autres interlocuteurs. À la fois plein et pas. Plein parce que tout ce qui est Mailchimp, Mailjet permet de faire l'envoi de masse et de savoir si l'image a été téléchargée, comme Yesware, comme Streak et comme GetSignals, qui va te dire si ton mail a été lu, si la personne a téléchargé l'image. Nous, c'est sans cookie et il ne peut pas désactiver la fonction de tracking. Moi, sur mon ordi, j'ai mis automatiquement ne pas télécharger les images. Donc si tu m'envoies un mail par Mailjet, ça te dira que je l'ai pas lu, ça se trouve je l'aurais lu. Même si tu m'envoies un mail avec Yesware, je vais te répondre, ça veut dire que je l'ai pas lu alors que j'ai répondu. Donc oui, il existe des choses sur l'ouverture de mail, un peu comme l'accusé de réception d'anciennement Outlook, qui n'existe plus. Après, il existe quoi? Salesforce, quand on envoie un mail par Salesforce, il te rajoute un pixel dans ton mail pour voir si le mail a été ouvert, mais c'est tout ce que ça va te dire. Aujourd'hui, sur le suivi de pièces jointes et d'offres commerciales, pas vraiment. Enfin, si, il y a un Américain qui vient d'arriver. Mais c'est cool. Qui est un concurrent qui arrive. Il ne le saura pas, déjà. Parce que c'est envoyé par un sous-domaine de chacun des sites. Donc ils vont se dire, ah cool, ils envoient un truc en sous-domaine de leur site. Non. Non, c'est... après, ce sera un projet.usign et l'autre sera un projet.aircall. Ils ont répondu au même prospect. Après, ils se verront, tiens, c'est bizarre, ils m'envoient tous les deux leurs propositions hébergées. Ce qui, je pense, dans 5 ans, sera le cas pour tout le monde, hein, parce que c'est trop chiant les pièces jointes, ça pourrit boîte mail. Et qu'on enverra de moins en moins de pièces jointes. Ou qu'on mettra sur son drive et qu'on enverra juste le lien de partage. En gros, c'est plus le mail qui va être intéressant. Et si tu veux aller en savoir plus sur les stats, il y a aussi, tu vas sur la plateforme. Après, il y aura aussi tout un reporting mensuel sur, par exemple, tu envoies ta plaquette à tout le monde, et la même plaquette, on va pouvoir te faire un retour en disant que ta plaquette, elle fait 20 pages, il n'y a que les 3 premières qui sont lues en moyenne et pendant 30 secondes. Donc soit beaucoup plus efficace, parce que les gens ne vont pas au bout. Donc plus d'avoir des retours. Enfin, on ne fait qu'adapter ce qui se fait en e-commerce B2C aux offres commerciales B2B. Et de se dire, sur mon offre, oui, je l'ai écrite, elle est bien foutue, elle est jolie parce que je suis trop fort, mais peut-être que mes clients ne la lisent pas ou vont pas jusqu'au bout. Donc c'est plus pour avoir ces retours-là, en fait. Ouais, c'est de l'A/B testing sur une offre commerciale, tout à fait. Je peux pas. Il faut avoir Internet. Il peut aller dessus, la télécharger, oui, tout à fait. Et là, dans ce cas, on va perdre les stats, on va voir ce qu'il a regardé avant de télécharger, sachant que le bouton est un peu caché, en fait. Ça, c'est un choix. Donc il faut déjà qu'il soit baladé avant de le trouver. Et une fois qu'il est téléchargé, on ne peut pas récupérer les infos. Il y a un projet canadien qui bosse dessus pour mettre des traceurs offline qui renvoient les infos dès que le mec se reconnecte. Pour l'instant, on n'a pas encore fait ça, c'est un peu violent, mais peut-être que ça en y viendra. Peut-être drôle. Merci. Bravo. Donc c'est presque la fin. Avant le cocktail, vous inquiétez pas. Donc je vais présenter usign. Alors. Donc usign. Usign, c'est une start-up qui vous propose de pouvoir signer des documents en ligne. Donc pour comprendre ce qu'on fait concrètement, je vais vous présenter ça avec une petite vidéo. Donc on va prendre un cas d'application concret qui est la signature de contrat. Donc aujourd'hui, on a plusieurs manières de faire pour signer un contrat. Tout d'abord, on le fait de manière classique par courrier postal. Dans ce cas, on imprime le document, on le signe, on le transfère par la poste aux différents signataires et on attend les réponses. Donc c'est un processus qui dure au minimum une semaine et qui va engendrer des coûts d'infranchissement et d'impression. Autre solution qu'on observe de plus en plus souvent, c'est le contrat signé par mail. Ici, on l'imprime, on le signe, on le scanne et on le transfère par mail. Donc on a un processus pas du tout optimisé, qui n'a aucune valeur légale, donc qui peut poser des problèmes juridiques et qui consomme du papier inutilement. Donc usign propose une solution permettant aux professionnels de signer des documents très simplement, en quelques clics et de manière légale. Donc concrètement, comment ça marche? Donc ici, on voit notre plateforme web. Pour signer un contrat, on va inviter les différents
cosignataires en indiquant nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail. On peut ajouter autant de signataires qu'on le souhaite. On va ensuite aller chercher les fichiers à signer, le fameux contrat, et on lance la procédure. Donc ici, on va disposer les images des signatures sur le document, qui seront dessinées par la suite par les signataires. On lance la procédure, tout le monde reçoit un petit mail de notification contenant un lien unique et accède à l'interface de signature, qu'il soit ou non inscrit chez nous. Donc pour signer, on dessine sa petite signature. Ensuite, on reçoit un code par SMS permettant de sécuriser la transaction, comme ce qui se fait lors des paiements bancaires aujourd'hui. On confirme, le document est signé. Donc YouSign permet de signer vraiment tout ce qu'on signe habituellement par papier, contrat, devis, rapport, facture, NDA. Ça permet de gagner du temps, gagner de l'argent et surtout d'optimiser ces processus. Donc comment peut-on accéder à YouSign? De deux manières. Donc premièrement, on propose une plateforme web, yousign.fr. Donc il suffit de s'inscrire et vous allez pouvoir commencer à signer très simplement vos documents sur ce qu'on a vu dans la petite vidéo. Mais on propose également une API qui permet une intégration. Donc on va pouvoir brancher un processus de signature au sein d'un logiciel métier, d'un site web, d'une application mobile. Donc c'est quelque chose qui est très simple, très rapide et transparent. On peut demander à Tilki. Donc, YouSign, comme je l'ai dit, permet de signer des documents seuls ou à plusieurs, légalement. Mais ça va plus loin que ça. Ça vous permet également de gérer les relances en un seul clic. On peut également automatiser ces relances, donc gagner un temps précieux sur ce processus. On peut avoir également une gestion assez fine de l'ensemble des procédures qui sont envoyées. Si on fait plusieurs milliers de signatures par mois, si aujourd'hui ça se faisait par papier, on avait une équipe qui réceptionnait, les différents documents, qui validait s'ils étaient signés ou pas, qui parfois les GD pour les mettre dans le CRM, donc ça pouvait être compliqué. Là voilà, tout est automatisé, on sait quand une personne a signé, quand une personne n'a pas signé, c'est automatique, on n'a plus tout ce souci-là derrière. Et enfin, on propose également la possibilité d'archiver l'ensemble de ces documents pendant 10 ans. Donc c'est un archivage légal, on travaille avec une filiale de la Caisse des dépôts. C'est-à-dire qu'une fois que vous déposez les documents, on les conserve pendant 10 ans. Comme ce que vous feriez habituellement par papier. Aujourd'hui, on les met dans sa cave ou dans un espace d'archivage classique. C'est ce qu'on remplace. Donc YouSign, voilà qui nous sommes, c'est moi là. Et Antoine Nouzet, qui est mon associé. Donc nous, notre objectif, c'est de démocratiser la signature électronique, parce que c'est quelque chose qu'on utilise très peu en fin de compte aujourd'hui, alors qu'on utilise l'outil informatique pour tout le reste, même pour le téléphone, la preuve. C'est une jeune start-up qui a été créée en 2013. Donc on a plusieurs partenaires actuellement, on travaille notamment sur les aspects sécurité avec un laboratoire qui s'appelle Le Grec, et également CDC Archineo qui est une filiale de la Caisse des dépôts. Et on vient de signer un partenariat avec Janem Secure qui a une solution d'authentification forte, c'est-à-dire qu'on propose des solutions de signature beaucoup plus sécurisées avec de l'authentification sur mobile. Voilà, donc c'est pour des besoins bien spécifiques. Voilà, merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est pas cher, hein. C'est un ticket resto à Caen. Donc... voilà. C'est pas cher. Sur la plateforme web, on a deux offres. Donc une offre de test, vous pouvez tester pendant un mois illimité. Et ensuite, on propose deux forfaits. Un forfait à 9,90 € qui contient 15 signatures par mois, et un forfait à 49,90 €, signature illimitée. Voilà. Pour la partie API, là, on fonctionne à la volumétrie. Il y a de la concurrence, effectivement. Donc il y a plusieurs types de concurrents. On a donc des acteurs qui proposent des solutions qui sont assez lourdes à mettre en place, qui utilisent ce qu'on appelle les certificats électroniques. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est des choses assez complexes à utiliser, qui existent depuis maintenant, qui existent techniquement depuis 20 ans, qui sont légalisées depuis 14 ans et qu'on n'utilise toujours pas. Nous, ce qu'on propose, c'est une solution qui permet de simplifier tout le processus de signature, tout en conservant le même niveau de sécurité.
Ensuite, on a des solutions, notamment américaines, avec des très grosses boîtes américaines, qui proposent des solutions très simples à utiliser. On place sa petite image de signature sur le document, c'est très rapide, mais qui ne sont pas légales en France et en Europe et dans pas mal d'autres pays dans le monde, du fait qu'ils ne respectent pas certaines normes de sécurité. Donc voilà, donc nous on a le même niveau de simplicité tout en fournissant la légalité et le niveau de sécurité des solutions actuelles. Alors c'est la CNIL, enfin voilà, on a les dépôts et tout ça, mais la plus-value, non, la plus-value, c'est nous ce qu'on fait quand on signe un document, signer un document électronique, c'est pas mettre une petite image sur la signature. Derrière, on a un procédé mathématique qui permet de sceller le document, donc on va plus pouvoir le modifier. On associe également une identité derrière chaque signature, et ça c'est quelque chose qui est relativement complexe. Et notre plus-value, c'est de le faire de manière totalement transparente et d'avoir un outil qui est compatible avec tous les périphériques. Aujourd'hui, utiliser un certificat sur un smartphone, il faut y aller. Tu as dit que en fait, les solutions américaines ne sont pas légales en France, et dans l'autre sens. Dans l'autre sens, oui. La solution est légale. Oui, parce que nous, on met la petite image, donc on est légal. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en fait, mettre une image sur un document, ça vaut pour signature, ça a la même valeur qu'une signature manuscrite. Donc nous on fait ça, mais on ajoute un niveau de sécurité qui est assez intéressant. Il n'y a pas la question du stockage numérique, du coffre numérique, qui est devenu obligatoire pour tout ce qui est document. Alors déjà, stockage, archivage, c'est deux notions différentes. Stockage, c'est le drive. Archivage, c'est l'équivalent de ce que je disais, la cave où on va déposer ces documents. C'est-à-dire une fois qu'on les met, on les laisse pendant 10 ans, on les ressort si on a un contrôle fiscal. Donc l'archivage est obligatoire des données signées électroniquement, mais vous pouvez le faire de votre côté, puisque ce qu'il faut garantir, c'est que le document n'est pas modifié au cours du temps, que vous pouvez le conserver pendant les 10 ans, les 15 ans ou la durée légale de conservation, et qu'on ait une date également de signature. On eurodate toutes les signatures. Néanmoins, voilà, nous on propose vraiment une solution qui permet, on travaille avec un tiers archiveur, qui permet de garantir cet archivage. Une fois que vous l'avez mis, vous êtes tranquille. Dans 10 ans, vous êtes sûr de retrouver votre donnée quoi qu'il arrive, même si vous ne restez pas chez nous. L'archivage est en France ou Oui, tout est en France. C'est la Caisse des dépôts, donc tous leurs serveurs sont en France. Il y a possibilité à prendre une photo sur une signature sur papier et glisser cette image sur la signature. Oui. Oui, ça c'est possible. Donc pas dans la petite vidéo qu'on a vue, mais dans la version actuelle, on peut très facilement mettre, au lieu de dessiner sa signature, on met une photo de sa signature. Ce qui est plus simple sur PC. Quelque chose qui me permet de savoir que la signature que je vais faire avec un de mes clients, elle est authentique, comme VeriSign ou des trucs comme ça. Alors quand vous ouvrez le document avec par exemple Acrobat Reader, donc nous on signe du PDF. Derrière, Acrobat Reader va afficher un petit message indiquant que le document a bien été signé par telle personne. Voilà. Et nous, on se place comme étant autorité de certification au même titre que VeriSign. Oui. J'ai deux questions. Est-ce que vous gérez les workflows de signature? Non, ça on ne le fait pas encore. Ça va venir, mais on ne le fait pas encore. Et la deuxième, c'est est-ce que vous confrontez la signature qui est apposée sur le document avec le carton signature, par exemple? Avec une signature qui est déposée chez vous et avec laquelle toutes les signatures correspondent? Non, parce qu'en fait, concrètement, nous on se fiche de l'image de la signature, donc on pourrait mettre une image de vacances comme signature, ça vaut rien. Nous, c'est ce qui se passe derrière, c'est ce que je disais, le procédé mathématique qui permet de sceller le document, qui a une valeur légale. Donc voilà, on peut mettre vraiment ce qu'on veut. C'est pour ça que imprimer un document, le signer, le transférer par mail, ça vaut rien. Donc ça peut poser des problèmes assez importants. Plus de questions? Cocktail? Merci beaucoup. Bon, je vous invite tous à passer juste à côté. Vous avez trouvé, hein? Et voilà, boire un verre et venir découvrir toutes les solutions que vous venez de voir.